Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Tout de suite, c'est Mediazap, l'émission consacrée à l'actualité politique. On se retrouve sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM pour votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la campagne présidentielle. On se retrouve comme tous les mardis jusqu'à midi dans Mediazap en compagnie de David, bonjour. Bonjour. En compagnie de Cassandra, bonjour. Bonjour. Et en compagnie de Samy. Bonjour à tous. Au sommaire de Mediazap cette semaine, émission spéciale. Pour la première fois, nous aurons 2 interviews politiques de représentants de petits candidats. Donc cette semaine, contrairement à d'habitude, il n'y aura pas de revue de presse pour se consacrer essentiellement au programme défendu par les candidats de nos invités. Dans la première partie de l'émission, nous recevrons Jean-Paul Cross, militant au NPA, dont le candidat à l'élection présidentielle est l'ouvrier Philippe Poutou. Dans la seconde partie de l'émission, une représentante de Jacques Cheminade nous rejoindra en plateau. Pour le moment, on commence avec le nouveau parti anticapitaliste. Bonjour Jean-Paul Cross. Bonjour. Contrairement à d'habitude, pas de revue de presse donc, mais je vais quand même vous poser 2 questions en une des journaux qui sont telles quelles. Il n'y a pas de place pour Libération dans la culture, pour la culture dans cette campagne présidentielle. Est-ce que le NPA a un projet culturel particulier ou absolument pas ? Il y a certainement un projet culturel, mais je ne suis pas un grand spécialiste des questions de la culture. Moi, j'ai des positions personnelles, mais les positions du NPA sont surtout développées sur le plan social, qui me semble être au centre de la campagne des élections présidentielles. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on se désintéresse évidemment de la culture, en particulier du sort qui est fait aux intermittents du spectacle, qui avaient manifesté au moment du Festival d'Avignon contre les projets gouvernementaux. On soutient totalement les intermittents du spectacle. À la question de La Croix, en une de La Croix, il y a une question simple. Faut-il augmenter les impôts ? Vous pensez que, quoi qu'il en soit, le prochain président devra augmenter les impôts ? Faut-il pour qui ? La question, elle est là. On est pour augmenter les impôts pour ceux qui, en particulier les grands entrepreneurs du CAC 40, par exemple. Et puis ensuite, il y a la question de la distribution et de qu'est-ce qu'on en fait de ces impôts. Vous pensez qu'on pourrait ne pas augmenter les impôts pour les classes populaires et moyennes ? Tout à fait, bien entendu. Compte tenu du nombre de millions de personnes qui vivent en dessous du SMIC, je pense que c'est indispensable. Dans l'actualité du NPA, malheureusement, on a appris que certains dirigeants du parti ont appelé dans la semaine à voter Jean-Luc Mélenchon, dont Myriam Martin, qui était quand même une personnalité importante du NPA. C'est une trahison pour vous ou un choix politique Non, ils ont fait un choix politique. Ils ont franchi la ligne jaune, donc ils ne sont plus militants du NPA. Pour moi, ils ne sont plus militants du NPA. On ne peut pas appeler à voter pour un candidat autre que le candidat de son propre parti, qui a été désigné dans les instances régulières de son parti, et se retrouver de l'autre côté. Ça, c'est totalement impossible. Pour quelque parti que ce soit d'ailleurs, je pense. Oui, tout à fait. David. En passant du charismatique Olivier Besancenot à Philippe Poutou, un inconnu du grand public, est-ce que vous ne pensez pas que vous vous êtes tiré une balle dans le pied ? Non, je ne pense pas, évidemment, ça dépend de quel point de vue on se place. Olivier Besancenot a fait un choix personnel, il considérait ne pas être le candidat éternel aux élections présidentielles du nouveau parti anticapitaliste, ce que je pense est extrêmement important. Nous ne sommes pas pour l'individualisation de la politique. Et puis par ailleurs, la question, si on perd en termes de score électoral, évidemment, on peut se poser des questions, mais ça, les médias ont une place importante dans ces choix-là. Et de toute façon, les élections de 2012 ne sont pas celles de 2007. La situation politique n'est plus tout à fait la même. Et est-ce que c'était un choix stratégique, donc, de choisir un salarié du privé, un ouvrier proche ? Stratégique, oui, si l'on veut, parce qu'on pense qu'effectivement, c'est les salariés qui sont le moteur de l'évolution sociale. Quelles sont vos différences avec Jean-Luc Mélenchon ou Nathalie Arthaud ? Je m'attendais à cette question. Si effectivement on a présenté un candidat, c'est qu'on a une différence avec les autres. Comme Bayrou, par ailleurs, peut avoir des différences avec Nicolas Sarkozy, etc., etc. Chaque parti a son propre programme. Donc effectivement, nous avons des différences. Des différences avec Jean-Luc Mélenchon, avec Nathalie Arthaud. Avec Jean-Luc Mélenchon, on peut en dire 2 mots, dans la mesure où vous venez de me dire que vous me rappelez que 3 dirigeants du NPA venaient d'appeler dans une tribune libre dans Libération à voter Jean-Luc Mélenchon. Donc elles sont rapidement, évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail des nuances que nous pouvons avoir et des divergences que nous pouvons avoir avec Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes pour l'interdiction des licenciements. Jean-Luc Mélenchon n'est pas pour l'interdiction des licenciements. Nous sommes pour une loi interdisant les licenciements.
Ça, c'est déjà un premier point. Nous sommes pour l'annulation de la dette. Jean-Luc Mélenchon, dans son programme, l'humain d'abord, hein, parce qu'il faut quand même lire son programme, l'humain d'abord, et pour la renégociation de la dette. Nous ne sommes pas pour la renégociation de la dette, nous sommes pour son annulation. Nous sommes pour le rétablissement de l'échelle mobile des salaires, ce qui n'est pas le cas du programme l'humain d'abord. Hein. Et sur la question de la laïcité, nous sommes pour l'abrogation de la loi Debré, nous sommes pour l'abrogation de toutes les lois anti-laïques et l'extension de la loi de 1905 à tout le territoire de la République, c'est-à-dire y compris dans supprimer le Concorde. Voilà, exactement. La loi Debré, on rappelle, c'est la loi de financement des écoles privées. Ouais. Très bien. Bon, de toute façon, on reparlera de ces points sur la dette, etc. Moi, j'aimerais revenir sur Philippe Poutou. Comment expliquer qu'un ouvrier n'arrive pas à séduire l'électorat ouvrier ? Bon, c'est pas un problème de séduction, hein, d'un parade nuptial entre un candidat et puis ceux qui seraient censés socialement s'adresser. Hein. Je pense pas que c'est là la question. Hein. C'est un problème d'abord de détermination politique. Je pense que beaucoup de gens pensent que, bon, étant donné la question du pouvoir, etc., bon, peut-être il vaudrait mieux voter pour un autre, etc., qui a plus de chances. Et puis par ailleurs, bon, il faudrait peut-être un peu regarder dans les quartiers populaires quel est le résultat des différents votes et comment ça vote. Parce que souvent, il y a beaucoup d'abstention dans les quartiers populaires. Énormément. Hein, dans la Paillade, par exemple, pour prendre le quartier populaire de Montpellier, l'abstention peut frôler les 50%. Je ne dis pas que ça sera le cas dans cette élection présidentielle. Hein. C'était les quartiers populaires que justement Olivier Besancenot avait réussi à séduire en 2002 et en 2007. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, ils n'y arrivent pas de nouveau à séduire dans ces quartiers-là ? C'est difficile, hein. La situation politique est difficile, les gens ne croient plus, je pense, aux charlatans, hein, à tous ceux qui peuvent... Bon, on fait des promesses, etc. Chaque 5 ans, tout d'un coup, ils reviennent. Bon, c'est ça la situation. Vous ne souhaitez pas gouverner avec le Parti Socialiste, mais au fond, on peut se demander, est-ce que vous voulez vraiment gouverner ? Est-ce que ce n'est pas dans l'ADN du NPA que d'être dans l'opposition permanente ? Bien sûr qu'on veut gouverner. On veut gouverner en accord avec un programme. Parce que ce qui est en définitive, ce qui est le plus important, c'est le programme, c'est-à-dire ce qu'on propose, hein, mais bon, vous divergez aux beaucoup citoyens du de PS. ce pays. Certainement, quand M. François Hollande dit qu'il faut donner du sens à la rigueur, quand M. François Hollande fait partie de l'internationale socialiste, à ma connaissance, et que les socialistes ont dirigé la Grèce, on voit dans quel état ils ont mis les travailleurs de ce pays, le gouvernement en Espagne, le gouvernement Zapatero, aussi a mené une politique d'austérité. Hein. Bon, quand M. François Hollande, je répète, dit qu'il faut donner du sens à la rigueur, qu'il est pour l'application des critères de Maastricht, on a de très très fortes divergences. Je veux dire, bon, ils sont liés au Fonds monétaire international, à l'Union européenne, à la Banque mondiale, à la Banque européenne, qui sont toutes des organisations qui prônent l'austérité. Pour les plus pauvres, bien entendu. Faites payer les pauvres, ils sont plus nombreux, comme disait Lamennais, en son temps. L'emploi et le pouvoir d'achat, c'est des thèmes majeurs dans cette campagne. Est-ce que votre petit score, c'est pas le reflet d'un manque de crédibilité économique ? Je pense pas que ça... En termes de crédibilité économique, je pense pas que le problème se pose comme ça. L'argent existe, les moyens existent pour développer l'humanité, hein, pour permettre que les choses changent. Il y a des choix. Est-ce qu'on intervient en Afghanistan ? Est-ce qu'on continue d'intervenir en Afghanistan ? Est-ce qu'on continue d'intervenir dans tous les pays du monde ? Est-ce qu'on continue de subventionner le Rafale, cet avion en or massif, comme disait le Figaro en son temps ? C'est toute une série de problèmes. Hein. C'est des choix politiques. Hein. Sur la Libye, vous n'y seriez pas allé ? Non, pas du tout. Très bien. Comme disait de Robespierre, les gens n'ont pas besoin de missionnaires armés. Et l'émancipation des travailleurs et des peuples sera l'œuvre des travailleurs et des peuples eux-mêmes. Merci pour cette citation, Jean-Paul Cross. On se retrouve après la diffusion d'une musique, The Chimes, 4 of Morrow. Oui.
up the people to mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Everybody was juice, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a steady roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. She knows how to shake that thing, mess around. I declare she can mess around. Mess around. Everybody do the mess around. On se retrouve dans Mediazap pour la suite du débat politique avec notre invité Jean-Paul Cross du NPA. On va parler essentiellement du programme. Vous avez un peu abordé les thèmes de campagne du NPA un tout petit peu avant. Moi, j'ai une question, c'est un peu mon dada dans cette émission. Comment, avec 1700 milliards de dettes, 89% du PIB, vous voulez faire croire aux Français qu'on évitera une politique, non pas forcément de rigueur, mais rigoureuse? Comment? Tout d'abord, c'est une question de qui dirige la société. Ça commence par là, parce que pris en soi, évidemment, on s'est dit cette masse monétaire, ça cause un sacré problème. Mais qui la doit? Et ça aussi, c'est une question. Est-ce que les salariés de ce pays, est-ce que l'immense majorité de la population doit payer le fardeau de la dette qui est celui qui a été engagé par les différents gouvernements de droite et de gauche en direction des grandes banques qu'ils ont renfloué? Ils ont renfloué ces grandes banques, avec des milliards et des milliards d'euros. Ça a rapporté 2 milliards à l'État avec les intérêts. Oui. Non, mais ces banques qui ont été renflouées, maintenant, elles prêtent de l'argent à l'État. Mais à quel taux? Oui, à 3%. Ouais. C'est vrai alors que quand c'était la Banque de France, que les prêts avaient lieu à la Banque de France, les taux, ils étaient beaucoup moindres. Vous voulez revenir sur la loi de 73 et le traité de Maastricht? Bien entendu, on est pour l'annulation de tous les traités européens. Mais le traité de Maastricht, on dit souvent que Sarkozy, peut-être à raison, violé le traité de 2005 en faisant le traité de Lisbonne par voie parlementaire en 2007. Mais Maastricht, il a été voté par le peuple, quand même. Il a été voté par une majorité très faible. Il s'en est fallu environ 200 000 voix pour que le non l'emporte. D'accord? Mais c'est pas parce que quelque chose a été voté que c'est gravé dans le marbre et que ce sont des lois éternelles. Les situations politiques changent. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Le traité de Maastricht, c'est-à-dire les 3,5%, dans lesquels on ne peut pas aller difficile, c'est l'application maintenant de la politique de révision, la RGPP, j'arriverai à le dire, à partir de laquelle le gouvernement a décidé de diminuer le nombre de fonctionnaires dans toute la fonction publique, dont il y a des pertes sans arrêt d'emploi. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences dans les hôpitaux. Ça a des conséquences dans l'éducation nationale, quand un instituteur sur 2 n'est pas remplacé, qui part à la retraite, n'est pas remplacé. Donc il y a augmentation du nombre d'élèves dans les classes.
Donc il y a augmentation des difficultés, en particulier pour ceux qui sont dans les quartiers populaires. Ça a une implication pratique. Donc est-ce qu'il faut rompre ou non avec cette politique ? C'est là la question. En France, il y a 1 million de plus de fonctionnaires qu'en Allemagne pour 20 millions de plus d'habitants en Allemagne. Vous pensez pas qu'il y a trop de fonctionnaires en France ? Bon, écoutez, chaque fois, on nous fait je lis dans les journaux, c'est la comparaison avec l'Allemagne qui serait le paradis. À chaque fois, c'est meilleur qu'ailleurs. Meilleur en tout cas qu'en France. J'ai pas dit ça. Non, mais je dis pas que vous avez pauvres, dit ça. Je dis les journaux souvent amènent la comparaison avec l'Allemagne. Hein, ça, c'est une réalité. Hein. L'Allemagne, tout va bien, etc., etc. Je n'ai pas tous les éléments pour avoir les comparaisons des niveaux de vie entre les salariés d'Allemagne et les salariés de France. Et quand je parle des niveaux de vie, je parle aussi de toutes les conditions sociales, c'est-à-dire la question des hôpitaux, la question de la protection sociale, de la sécurité sociale, la question de l'enseignement, etc. Hein. Tout un certain nombre de services publics qui existent en France comme résultat de ce qu'a été la libération en 1945, de la période 45-47. D'accord. Moi, je n'ai pas les éléments de comparaison comme ça en tête pour vous répondre précisément. Mais nous, on est pour une rupture, pour une politique ouvrière, pour un plan d'urgence. Pas un plan pour un gouvernement chargé d'appliquer l'austérité, mais un plan qui permette de sauvegarder les salariés de ce pays, la jeunesse de ce pays, de la crise capitaliste que les masses n'ont pas à payer en aucune manière. Mais vous croyez que les politiques qui sont au pouvoir et qui vont peut-être l'être s'amusent à faire de l'austérité ? Ils préféreraient, j'imagine, augmenter les salaires, être populaires, augmenter le nombre de fonctionnaires et tout. Il y a une espèce de mécanique interne au système capitaliste qui fait que ce qui guide l'économie de ce point de vue, ce n'est pas le bien-être de la population, c'est la recherche du profit. Il est évident, vous avez des pays d'Afrique, par exemple, si on regarde l'Afrique, où l'espérance de vie est en dessous de ce qu'elle était au Moyen-Âge. L'espérance de vie est parfois dans des pays africains de 37 ans. Des millions de personnes meurent de faim. Alors que d'un autre côté, vous avez des parkings d'usines qui regorgent de bagnoles qui sont invendues. Alors que d'un autre côté, on balance des bombes, on fabrique un arsenal nucléaire ou chimique qui vaut des milliards et des milliards, qui permettrait d'éradiquer la famine dans tous les pays du monde. C'est pas une question de société, ça ? Je pense que c'est une très forte question de société. Vous souhaitez arrêter toute l'industrie d'armement en France, par exemple Bien sûr, oui. C'est des emplois, quand même. C'est des emplois, mais on peut faire autre chose. Hein. On peut faire des tracteurs pour les agriculteurs, on peut faire des machines agricoles, on peut construire des logements pour tous ceux qui se retrouvent sans logis. Et il y a 2 jours, j'étais à Paris pour une réunion. Je me baladais entre guillemets, dans la rue de Rennes, pas loin du quartier latin. Et qu'est-ce que je voyais dans l'embrasure des magasins ? Des sans-abri, là, en train de dormir, à 1h, à 2h du matin. C'est normal, ça ? Non, sur les questions de société, je pense que c'est le point fort de l'extrême gauche, c'est d'être présent sur ces questions de société et sur les ultra-pauvres. Moi, je pense personnellement que vous aurez une politique contre-productive. Parce que comment vous voulez relancer l'emploi en augmentant de 300 € les salaires et en passant aux 32 heures ? Augmenter de 300 €, ça permet à ces personnes-là de vivre et donc d'acheter des marchandises. Parce que plus vous allez, moins il y a de ventes. Les commerçants se plaignent, il y a moins de clients, etc. C'est normal, hein. À moins d'aller vouloir s'habiller, ce qui est mon cas pour partie aux fripes à la paillade, où vous avez quand même des vestes à 2 ou 3 €, des chemises, j'en fais la publicité gratuite ici. Bon, vous êtes dans cette situation. Hein, c'est une boucle infernale. Non, j'ai la chance de ne pas être forcément dans cette situation. On va passer je parle pas de vous. Des étudiants. Je parle de ceux à qui on s'adresse. Je comprends, il n'y a pas de souci. On va passer à un autre thème avec Cassandra sur le nucléaire. Quelle est justement la position du NPA sur le nucléaire ? Vous évoquez une sortie du nucléaire dans les 10 ans ? C'est tout à fait notre position. Nous sommes pour la sortie du nucléaire. Quand on voit ce qu'a donné le nucléaire au Japon, la catastrophe de Fukushima, on voit un peu ce que ça a donné, hein. Il y a des zones, il y a des centrales nucléaires qui sont pas très loin de la région, hein. Vous en avez un bon paquet. Certaines sont vieilles, on n'est pas à l'abri d'un incident nucléaire, hein. C'est pas un peu court, 10 ans ? Pourquoi ?
En quoi? Ça Bah, serait plus court. On n'a pas assez développé les énergies Voilà, de compenser par substitution. quoi? Ouais, en fait, on compense par quoi, je veux dire, cette sortie du nucléaire? Les énergies renouvelables, elles sont pas suffisantes. Ah, ça, j'en sais rien, je suis pas un grand scientifique pour mais on répondre produit- abruptement à cette, On produit pas assez d'énergie interpellation. renouvelable. À cette interpellation. On j'en passe sais à un autre sujet sur les sans-papiers. Voilà, donc dans votre programme, enfin, programme du NPA, vous souhaitez régulariser tous les sans-papiers. C'est la dernière des préoccupations des ouvriers. Vous êtes censé défendre. Ils sont dans la majorité farouchement opposés à ce type d'idée. Comment vous expliquez cette proposition? Écoutez, moi je ne sais pas si les ouvriers sont farouchement opposés à l'idée de la régularisation des sans-papiers. Ce que je sais, c'est que nous nous situons dans la tradition du mouvement ouvrier. Dès la Révolution française, n'était pas encore le mouvement ouvrier, il y avait des étrangers, je mets des guillemets, hein, ça s'entend pas, mais j'en mets des guillemets, qui faisaient partie de la Convention. Hein. Sous la Commune de Paris, les Polonais, le général Dobrowski et d'autres, hein, Frankel, qui était un Hongrois, ont fait partie du gouvernement de la Commune de Paris. Si on regarde ici un peu l'immigration en France, des milliers d'Espagnols, d'Italiens, de Polonais sont venus entre les années 14 et les années 40 parce que le patronat avait besoin d'une main-d'œuvre suite aux 1 500 000 morts, sans compter les mutilés de guerre de la guerre de 14-18 que l'impérialisme avait détruit. Hein. Bon. Je ne sais pas, peut-être dans toutes les familles, si on regarde les noms, les Sanchez, les Martinez et les Pérez, pour prendre les Espagnols, et puis les Mohamed, etc., ben on est fiers, nous, d'accueillir tous les travailleurs du monde. Ils ont leur place, hein, parce qu'on est pour une république sociale en France, et donc on est pour la régularisation, effectivement, de tous les sans-papiers, bien entendu. On vous remercie, Jean-Paul Cross, d'être venu dans Mediazap exprimer le point de vue du NPA. On se retrouve derrière la diffusion d'une chanson Electric Guest, American Daydream. Bonne journée, Jean. Bonne journée à vous. We keep going, don't stop running. They keep selling, we don't want it. So close to it, almost found a way. Two steps closer, they keep coming. We keep yelling, we don't want it. Almost better, this thing's bound to break. Why don't you make yourself available? Sit back, she told me that she wanted it free. It's easy. Oh no, in love I'm just an animal. You said you want me but you don't pay my need. You want me but you won't pay my need. Until the end, because we keep going, don't stop running. They keep selling, we don't want it. So close to it, almost found a way. And every day
On se retrouve dans Mediazap pour la deuxième partie de l'émission. On a un changement d'invité. Jean-Paul Cross du NPA nous a quittés. Johanna Claire de Solidarité et Progrès, le parti de Jacques Cheminade à l'élection présidentielle de 2012, nous a rejoint. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors j'ai une première question simple. Les gens ne connaissent pas trop Jacques Cheminade, vous en conviendrez. La surprise, ça a été qu'il ait ces 500 signatures. Personne ne le prévoyait, à part vous. Présentez-nous un peu Jacques Cheminade, ses idées, son combat, son positionnement politique. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Jacques Cheminade, c'est pas parce que les médias n'en ont pas parlé qu'il n'existe pas. Donc, en fait, c'est un homme politique qui se bat depuis au moins 30 ans pour changer en fait le système financier international avec des amis dans le monde. Et notamment, il était candidat déjà à la présidentielle en 95. Et à l'époque, il disait quelque chose quand même qui était assez intéressant. Il disait, on a un cancer spéculatif qui est en train de dévorer l'économie. Il était en train de dénoncer le fait que la finance était en train de prendre le devant sur ce qu'on appelle l'économie réelle ou physique. Et disons, à l'époque, il n'a pas vraiment été entendu. Même, il y a une campagne de calomnie dans la presse contre lui. Ses comptes de campagne ont été rejetés par le Conseil constitutionnel pour des raisons de prêts qui ont été considérés comme des dons. Donc c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et après, silence radio dans les médias jusqu'à... 2002, on n'a pas eu les signatures, 2007 non plus. Et donc, cette fois-ci, on les a eues. Et donc, ils ont bien été obligés de parler de Jacques Cheminade. Il y a un maire dans rue 89 qui s'exprimait. Il a donné sa signature à Jacques Cheminade. Parce qu'il y a certains maires qui ont été pointés du doigt. On leur a dit, pourquoi vous avez donné votre signature à un candidat fantaisiste Il disait, justement, ce côté prophète, ça n'y avait plus. Alors ça, c'est le point positif. Il y a eu des points négatifs dans la presse. On compare Obama à Hitler. Certains, en 2006, les rapports sur les sectes avaient dit que c'est peut-être un parti sectaire. Est-ce que c'est pas ce côté de l'ombre, en fait, le côté obscur qui gêne aussi cette campagne ? C'est ce que développent les médias, en tout cas. Ce qui est clair, c'est qu'au lieu de faire connaître véritablement le programme de Cheminade aux gens, il relaie en fait juste des phrases. D'ailleurs, Obama comparé à Hitler, c'est pas lui qui l'a dit, disons qu'il l'a déclaré lui-même. C'est des journalistes qui lui ont demandé de se justifier par rapport à la campagne que mène Lyndon LaRouche et nos amis aux États-Unis. Je vais peut-être pas revenir sur la polémique parce que ça a fait quand même pas mal le tour de la presse. En gros, c'est pas dit vraiment de comparer Obama à Hitler, c'est l'idée de sa politique qui fait penser au début du nazisme, où on a introduit l'idée qu'il fallait trier, en fait, qu'il n'y avait pas assez pour tout le monde et qu'il y avait un triage social à faire. Et ça, c'est le premier pas où ça peut très vite déraper. Et voilà, nous, c'est ça on veut mettre en garde les gens contre ça. Et d'ailleurs, cette logique de triage, c'est pas juste aux États-Unis. Justement, vous avez parlé de Lyndon LaRouche. Quels sont les liens avec Jacques Cheminade ? Certains disent que c'est presque son bras. Le cerveau, c'est Cheminade, c'est Lyndon LaRouche et le bras, c'est Cheminade. Et quels sont les points sur lesquels ils sont en désaccord ? Est-ce qu'on accuse Lyndon LaRouche d'être homophobe, climato-sceptique ou quoi ? Est-ce que c'est des côtés sur lesquels vous marquez une rupture ou vous êtes d'accord avec ces propos-là ? Alors déjà, ce qu'il faut être clair, c'est que... Lyndon LaRouche n'est pas homophobe, il n'est pas antisémite, il n'est pas d'extrême droite. Et toute personne qui étudie sérieusement en fait, ses idées et la campagne qu'on mène aux États-Unis depuis longtemps se rendra bien compte que c'est faux en fait. Le truc, c'est que ce qui est arrivé à Jacques Cheminade en 1995, donc ce lynchage médiatique et ces calomnies qu'on a balancées, c'est quelque chose qui est arrivé aussi au mouvement aux États-Unis. Parce que tout simplement, quand vous attaquez à la finance, quand vous commencez à nommer certaines personnes, il y a des réactions. Voilà. Enfin, Obama avec la moustache d'Hitler, ça a quand même existé. C'est le style américain. C'est-à-dire la culture américaine. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, et Cheminade l'a dit, lui, il n'aurait pas dit les choses, disons, de façon peut-être aussi abrupte. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés aux États-Unis, qui connaissent un petit peu les Américains. En général, ils ne prennent pas des pincettes pour dire les choses. Et disons, c'est très courant qu'il y ait des citoyens qui aillent voir leurs élus et qui leur disent je vais pas... voilà, qui les insultent, etc. Et
Bon, c'est les Américains, quoi. C'est Bon, on le le style voit américain. actuellement dans la campagne républicaine avec les spots de publicité négative, comme ils appellent. Souhaitez faire la guerre Non, je vais revenir sur notre sujet d'abord. Sur les points obscurs aussi, il y a le côté, on vous accuse d'être négationniste et conspirationniste. Il y a les propos sur la richesse de la reine d'Angleterre qui ont choqué quand même. Vous dites, enfin votre parti, je ne sais pas si c'est votre position, que c'est en partie que ça vient du trafic de drogue. Alors, Vous en pouvez fait, nous en dire plus ça vient d'un livre qui a été publié qui s'appelle Dope Incorporation. De Larouche, que le mouvement de Larouche a publié il y a, je ne sais plus 30 combien ans, de il me temps, semble. voilà, mais qui en fait montre les liens entre la finance internationale et le trafic de drogue. Et ça, c'est pas quelque chose que, enfin, c'est pas juste nous qui le disons. Il y a un monsieur qui s'appelle Antonio Maria Costa, qui travaille à l'ONU sur la lutte contre les trafics de drogue, qui a publié un rapport en 2009, donc officiel, c'est quand même l'ONU, qui montrait très clairement que de nombreuses banques ont utilisé l'argent de la drogue pour se renflouer après la crise. Donc c'est, enfin bon, après on a réduit ça à l'idée que la fortune de la reine d'Angleterre venait du trafic de drogue, une partie. C'est vrai même historiquement, parce que l'argent de la famille royale, c'est aussi l'argent de leurs ancêtres. Il ne faut pas oublier que l'Empire britannique, il a mené les guerres de l'opium contre la Chine. Ils ont inondé la Chine d'opium et fait la guerre quand celle-ci a voulu mettre en place des mesures protectionnistes. Donc voilà, après, bon, c'est aux gens aussi d'aller voir par eux-mêmes et d'aller constater ces choses. D'ailleurs, le Figaro d'aujourd'hui, il y a un article dans la partie économique qui dit qu'en fait, la banque qui gère la fortune de la reine d'Angleterre est soupçonnée de blanchiment d'argent. Voilà. Bon, bah, c'est pas nous, c'est le On Figaro. laisse aux auditeurs, comme tu l'as très bien dit, la liberté d'aller voir ces informations. David aurait une question sur le Oui, positionnement politique. Vraiment une question toute bête. Où vous situez-vous sur l'échiquier politique? On a entendu votre candidat dire qu'il était un gaulliste de gauche. Où est-ce qu'on vous place? En fait, nous, on a un peu de mal à se retrouver. Parce qu'on n'est pas d'extrême droite, on n'est pas d'extrême gauche, on n'est pas marxiste, on ne veut pas la dictature du prolétariat. La droite du travail, c'est pas notre. Vous êtes un tasse peu de un thé. ovni dans cette campagne. Je pense qu'on est ça comme beaucoup de accentue un Français peu, qui se reconnaissent pas dans la politique actuelle, en fait. Et la gauche de Hollande, c'est la gauche qui va rassurer les financiers à Londres, ce qu'on peut appeler, certains appellent la gauche caviar. Voilà. Nous, on veut redéfinir les frontières de la politique par rapport à cette bataille contre la finance et par rapport à une certaine conception de l'être humain qui n'est pas un parasite sur Terre et qui est capable de découvrir des choses. Ah ben justement, j'aimerais poursuivre sur ce point-là, parce que Cheminade a déclaré d'avoir voté Ségolène Royal en 2007, et dans la presse, on a pu lire qu'il se ralliera à Mélenchon ou Hollande. Alors finalement, est-ce qu'il n'est pas plus proche du PS que de la droite? Lui se dit, disons, il a son cœur à gauche, voilà ce qu'il dit. Maintenant, ce qu'il dit surtout, c'est que ça dépendra de l'évolution de la campagne, notamment de Hollande, et ce qui montre un peu plus de détermination à vouloir lutter contre cette finance folle. On se retrouve avec Jonah Claire dans la seconde partie de l'interview où on s'intéressera plus particulièrement au long programme de Jacques Cheminade, pour l'avoir lu, je peux vous le dire. Screenatorium, Flyantist, c'est la musique qui va être diffusée maintenant sur Radio Campus Montpellier.
On se retrouve dans Mediazap pour parler du programme de solidarité et progrès. Vous disiez tout à l'heure, David le remarquait, que vous étiez un peu un ovni de la vie politique. Et en même temps, c'est vrai, on le voit dans votre programme, vous êtes favorable à des mesures portées par la droite nationale, l'extrême droite, la sortie de l'euro, et en même temps des mesures d'extrême gauche, augmenter le salaire minimum d'ici 2 ans à 1 700 €. Comment vous justifiez ces deux mesures, à la fois la sortie de l'euro et l'augmentation des petits salaires? La sortie de l'euro, c'est qu'en fait, on ne croit pas que l'euro puisse survivre. Pas avec des Européens qui puissent avoir une vie digne, comme on voit avec la Grèce. Donc ça, c'est quelque chose, voilà. Comme Cheminade, il dit, il n'y a pas à être pour ou contre l'euro, de toute façon, il est en train de s'autodétruire. Donc l'idée, c'est éventuellement de garder un euro comme une monnaie commune, mais pas une monnaie unique. Mais disons... faut voir avec les autres pays s'ils sont d'accord pour construire une autre Europe, une Europe qui ne soit pas libérale, qui soit vraiment dans l'intérêt des peuples. Et à ce moment-là, on peut très bien vraiment coopérer avec eux, même politiquement, etc. Maintenant, s'ils refusent, et c'est quand même probable, il faut que la France puisse montrer l'exemple. Et la question d'augmenter les salaires, notamment le SMIC, c'est quelque chose qui est quand même assez incontournable parce que maintenant la vie est de plus en plus chère et il y a quand même une inflation au-delà des statistiques qui reflètent pas vraiment l'inflation ressentie par les gens, qui est forte. Et voilà, le pouvoir d'achat des gens, on peut pas nier qu'il a pas baissé pendant les dernières années, quoi. Le gouvernement prétend le contraire sur les bases de l'INSEE. Je ne sais pas, je laisse aux Français le choix de choisir leur perception, évidemment, en fonction de leurs revenus et tout. La base de votre programme, c'est le Glass-Steagall Act. C'est vouloir séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. C'est présent dans quasiment tous les partis politiques aujourd'hui. Pourquoi, ce serait mieux ? Tout simplement déjà parce que nous, on le défend quand même depuis déjà en 95, il parlait de mettre en règlement judiciaire le système bancaire. C'est-à-dire qu'en fait, le Glass-Steagall qu'on défend, nous, c'est vraiment celui de Roosevelt. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas juste les activités des banques, entre les banques qui spéculent et celles qui s'occupent de l'argent des gens, des entreprises, mais on sépare les banques. Parce que si on sépare juste les activités, on n'empêche pas les conflits d'intérêts. C'est très dur de contrôler les transferts d'argent, etc. Et tout l'intérêt de pouvoir séparer vraiment les banques en elles-mêmes, c'est de pouvoir dire aux banques qui ont spéculé, écoutez, on arrête de vous renflouer, c'est la vie. Quand on va jouer au casino, des fois on perd. C'est comme ça, c'est pas grave. Le programme de Jacques Cheminade a souvent été moqué, ironisé sur les réseaux sociaux pour certaines mesures. Le pont eurasiatique, qu'est-ce que c'est ? Développé. Le pont terrestre eurasiatique. Alors le pont terrestre eurasiatique, c'est l'idée d'avoir un développement des infrastructures sur les continents, à travers notamment de l'Europe jusqu'à l'autre bout jusqu'à Vladivostok, de la Russie. Voilà. C'est parce qu'actuellement le trafic, le commerce se fait sur les mers. La plupart des marchandises, elles passent d'un pays à l'autre par la mer. Et historiquement, à chaque fois qu'on a eu des voies de communication, c'est là où on a eu du développement économique. Donc si tous ces transports, on les fait passer sur la Terre, sur les continents, avec des trains, notamment à lévitation magnétique, avec tout un réseau électrique pour amener l'énergie, avec de l'eau qu'on puisse amener dans les zones sèches, etc., ça veut dire qu'on peut avoir un développement sur les continents et pouvoir avoir surtout
des coopérations entre les différents États pour un développement mutuel. C'est-à-dire, on sort de la logique actuelle où on a les pays les uns contre les autres, on se fait la guerre commerciale, maintenant de plus en plus on risque de se faire la guerre militaire, mais on passe à une logique, on construit des choses ensemble et c'est dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Vous avez aussi des positions iconoclastes sur un sujet qui est absent de la campagne, c'est l'espace. Est-ce que vous pensez que c'est au cœur des préoccupations des Français de créer une atmosphère sur Mars ou de développer une industrie lunaire, comme c'est présent dans votre programme? Non, je suis bien consciente que beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose de tout à fait, pas au cœur des priorités. Maintenant, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que déjà c'est un projet à long terme. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'arrivera pas à offrir un avenir aux gens qui ont des préoccupations tout à fait légitimes si on ne mise pas sur le progrès scientifique pour développer des nouvelles technologies, pour faire des nouvelles découvertes scientifiques qui puissent permettre de produire plus avec moins, en fait. Avec moins de personnes qui travaillent dans telle usine ou tel domaine, avec moins de superficie, je pense par exemple à l'agriculture ou l'énergie, avec moins de ressources. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça, qu'avec cette dynamique-là, qu'on peut soutenir une population qui augmente. Sinon, ce qu'on doit faire, on doit limiter la population. Et là, on arrive à des choses qui ne sont pas franchement humaines. Il y a une autre mesure iconoclaste, mais pas dangereuse ou floue, c'est de mettre la philosophie à partir de 9 ans. Vous pensez que c'est une bonne chose? Ah bah oui, moi je pense tout à fait, parce que disons, la philosophie, c'est... Pas même, par exemple, l'idée du dialogue socratique, c'est l'idée, comment on apprend entre êtres humains à communiquer autour d'idées fondamentales et à pouvoir, ensemble, aller faire ce qu'on appelle la recherche de la vérité, quoi. Pas forcément qu'on détient la vérité, mais qu'on développe une méthode qui permette de distinguer ce qui est le plus vrai de ce qui est le plus faux. Après la tuerie de Toulouse qui a marqué l'actualité, malheureusement, la semaine dernière, Jacques Cheminade a lié, en partie, il n'a pas dit que c'était exclusivement ça, ces meurtres, aux jeux vidéo violents. Vous souhaitez interdire les jeux vidéo violents, style de World of Warcraft ou Call of Duty? En tout cas, ce qu'il a dit, c'est que bien souvent, par exemple, ce qui s'est passé à Columbine, déjà dans les années 90, bien souvent, les tueurs, ils ont été très très confrontés en fait aux jeux vidéo violents. Et lui, ce qu'il dénonce, c'est le fait que ces jeux-là, ça désinhibe l'acte de tuer, en fait. Ça le banalise, en réalité. Et moi, je pense que... Parce que ce que disent les gens, certains, c'est oui, mais du coup, ça permet de se défouler et ça permet d'éviter... Une sorte de catharsis. Oui, voilà. Mais moi, je pense que c'est un point de vue très pessimiste où l'idée, c'est bon, ok, on a une société qui est frustrante, qui fait que les gens, ils ont besoin de se défouler, ils se pensent les uns contre les autres, etc. Comment on s'adapte à ça et on minimise les problèmes? Non, nous, ce qu'on veut, c'est changer carrément toutes les conditions de vie des gens qui fassent qu'il n'y a plus besoin, en fait, de se défouler parce qu'on s'épanouira, en fait, avec les autres. À titre personnel, ça m'est sûrement arrivé de jouer à des jeux violents et pourtant, j'ai pas envie de tuer aucun d'entre vous, ni qui que ce soit dans la rue. Ça restera entre nous. Mais est-ce que c'est pas plutôt la réalité du monde qui est violent, qui entraîne ces personnes de plus en plus jeunes, ou pas forcément d'ailleurs, dans... l'islamisme radical? Non, c'est pas là que je voulais en venir, mais dans la désespération. L'exacerbation, de la violence. Oui, bien sûr. On ne peut pas dire c'est les jeux vidéo en tant que tel. Voilà. Ça contribue. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une violence dans la culture qui est bien plus générale. Sur la laïcité, j'ai trouvé le programme assez flou. Vous êtes favorable à la loi Copé qui a été votée pour la burqa? Non, semble-t-il. C'était pas tout à fait clair dans le programme, c'est pour ça. Et quelles seraient vos autres mesures sinon sur la laïcité? Disons, il me semble que oui, effectivement, ce genre de choses, c'est dans une république, dans les lieux publics, etc., c'est difficilement tolérable. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir avoir un véritable dialogue entre les différentes cultures, les différentes religions. On a fait le tour de propositions assez iconoclastes, il me semble. Il y a des propositions, je ne vais pas dire plus sérieuses, ça voudrait dire que les autres sont fantaisistes, c'est aux auditeurs de juger de vos propos. Mais j'ai lu votre révolution fiscale que vous prônez.
Et j'ai eu l'impression de lire le programme du PS. Vous avez un programme sur l'éducation et la fiscalité très très proche de François Hollande. Et je pense que notamment sur la fiscalité, vous êtes inspiré des travaux de Thomas Piketty. Exactement, oui. Oui, c'est un aspect le fait d'avoir une fiscalité plus juste, mais aussi plus simple, et pouvoir avoir une véritable transparence avec la population sur ce qui est fait de leur argent, c'est quelque chose de tout à fait normal en fait. Et la question de l'éducation, peut-être en termes de budget, de nombre de fonctionnaires, d'enseignants, etc., forcément ça se rapproche du PS, mais surtout, nous, ce qu'on dit, c'est sur le contenu, la façon d'apprendre qui doit évoluer. C'est-à-dire, plutôt que de présenter des formules, on va dire, voilà, je suis prof, donc vous me faites-moi confiance, je sais, voilà, ça c'est vrai, maintenant il faut l'appliquer, c'est pouvoir remettre les élèves dans la voie de la découverte, c'est-à-dire les faire découvrir par eux-mêmes, par exemple en maths, certaines formules par le biais de la géométrie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est comme ça qu'on arrive à créer des citoyens qui après sont capables de penser réellement par eux-mêmes. Ils ne vont pas juste répéter ce qu'on leur dit pour avoir des bonnes notes ou pour avoir une place dans la société ou ce genre de choses. Vous parlez dans votre programme d'une éducation des émotions. C'est quoi ? C'est qu'à un moment, quand on veut, il faut un moteur pour l'enseignement. C'est-à-dire, actuellement, il y a plein d'enfants, ils ne veulent pas apprendre, il n'y a pas l'envie, en fait. Et ce qu'on pense, c'est que le moteur pour l'enseignement, c'est la joie de découvrir, en fait, des choses. Et je pense que quelqu'un qui a fait une réelle découverte scientifique, il ressent une certaine, une joie, tout simplement, et une certaine, ça rend aussi... On prend confiance en soi aussi, en ses capacités à comprendre les choses. Et c'est ça, fondamentalement, qui doit être le moteur pour l'enseignant et pour l'enfant, pour apprendre des choses. Quand je vous entends sur toutes ces mesures, vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu utopique ? Sans vouloir... Ce que je pense, c'est que c'est utopiste de penser qu'on peut continuer dans le système actuel, en fait. C'est utopiste de penser que les Grecs seront... ce qui se passe en Grèce se limitera en Grèce. Et surtout, c'est comme les socialistes du 19e siècle qui disaient, dans les villes, plus tard, il y aura un réseau pour récupérer pour distribuer l'eau, pour distribuer l'électricité, l'énergie, etc. Et on se moquait complètement d'eux. En fait, ils avaient raison. Vous souhaitez, pour l'éducation, mettre 1 milliard de plus sur la prochaine année, sur la justice également. Alors peut-être vous avez entendu le début de l'émission, je pose des questions sur la dette à chaque fois. Il n'y a aucune mesure, par contre, de réduction des dépenses publiques ou dans votre programme. Et même sur la fonction publique administrative, où on pourrait peut-être faire des économies, vous êtes très attaché aux départements, aux communes et tout. Où vous souhaitez-vous faire des économies ? En fait, il n'y a pas besoin de faire des économies. C'est que déjà la première économie, c'est avec le Glass-Steagall, la séparation des banques, et faire un véritable tri dans les dettes, trier les dettes légitimes des dettes illégitimes. Et déjà ça, on peut dire que les 1300, 1400 milliards de taux d'intérêt qu'on paye sur la dette française, c'est illégitime, c'est du vol. Donc ça déjà, on peut dire ça, on ne le paye pas. Et ensuite, surtout, c'est l'idée de pouvoir relancer l'économie réelle avec la production, avec un progrès technologique, etc., qui puisse générer en fait un développement physique et qui après ramène les moyens, des ressources à l'État via l'impôt et via tout ce que ça peut développer pour les gens en fait. Dans le chapitre des institutions de votre programme, il y a une phrase qui m'a étonné. Vous dites « Le président de la République doit se retirer si lui-même ou sa majorité se trouve désavoué ». Sous quelle forme ? J'ai du mal à comprendre. Il me semble que c'est par rapport aux résultats des législatives. C'est-à-dire que si en fait vous avez... l'idée c'est de ne plus avoir la cohabitation, ce qu'on appelle la cohabitation. C'est dire, ok, si jamais au bout de quelques années le peuple vote majoritairement pour l'opposition, ça veut dire que quelque part c'est une sanction pour le président. Donc le président devrait en tenir compte. Et le fait de rendre plus ou moins obligatoire le fait de se retirer dans ce cas-là, ça le responsabiliserait par rapport à sa politique. Ça veut dire qu'à un moment, il devrait faire une politique qui satisfasse réellement les attentes de la population. Il y a un sujet qui est pris par la droite et par la gauche. La droite plus sur la fraude sociale, la gauche plus sur la fraude fiscale. Et j'ai appris quelque chose en lisant votre programme, je ne savais pas,
que la délégation nationale de la lutte pour les fraudes, il n'y avait que 14 personnes. Et j'ai vérifié les chiffres, ils sont exacts. Vous pensez que la fraude fiscale et la fraude sociale, c'est une manière de faire des économies, par exemple ? Oui, maintenant, c'est pas. En fait, c'est ça, c'est pris en tant que tel. C'est pas du tout ça qui va nous créer un avenir. C'est quelque chose qu'il faut faire. C'est clair que 14 personnes, c'est risible. Pour au moins une centaine de personnes. Mais c'est. Parce que disons, ça, c'est un petit peu le jeu que joue, disons, par exemple, l'extrême gauche. Je veux dire, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. Mais c'est pas comme ça qu'on fait vivre un pays. Ça suffit pas. Il faut qu'à un moment, les pauvres, on puisse leur offrir des boulots qualifiés. Qu'on puisse avoir une société avec du plein emploi, et pour ça il faut des grands projets, des projets de développement, des projets d'investissement dans l'infrastructure, dans la recherche, dans la technologie. Dernière question sur la sécurité, il y a aussi une partie sur votre programme. Vous souhaitez rétablir la police de sécurité telle qu'elle a été faite sous Jospin ? Il y a ce mot de proximité qui revient. Voilà, la police de proximité, effectivement. Ouais. Vous pensez le remettre Vous êtes d'accord donc avec Hollande aussi sur les 75%. J'ai vu que c'était le même taux d'imposition au-dessus d'un million dans votre programme. Sur ça, vous êtes d'accord ? Oui. Bon, très bien. On va approcher de la fin de l'émission. Si vous avez un dernier mot en 1 minute pour convaincre nos auditeurs de voter pour votre candidat, c'est maintenant. Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est que on peut leur faire plein de promesses de ce qu'on peut faire dans le social, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut absolument, c'est investir dans ce qu'on appelle, nous, la créativité humaine, c'est-à-dire le fait qu'on puisse découvrir des nouveaux principes qui organisent le monde, puis les appliquer sous forme de technologie, et pouvoir, comme ça, changer complètement l'environnement dans lequel vivent les gens, et faire en sorte que plus de gens puissent vivre. Et moi, ce que je voudrais, c'est que le facteur limitant pour ce qu'on fait à l'avenir soit plus des facteurs financiers, parce que l'argent, ça se crée. La question, c'est qui est-ce qui le contrôle. Mais ce soit, en fait, la main-d'œuvre qu'on peut mobiliser, les connaissances qu'on a, la capacité de travailler des gens. Voilà, parce que je trouve que c'est stupide que ça soit pas ça, et que l'argent soit pas juste un outil. Je te remercie, Johanna, pour avoir accepté notre invitation. Je remercie Antoine à la technique, David, Cassandra et Samy pour leur présence. Je remercie l'invité politique qui était en première partie, Jean-Paul Cross. La prochaine émission sur Radio Campus Montpellier, c'est le Nez de Cléopâtre, sur une émission spéciale consacrée à l'Afghanistan. Je vous conseille de l'écouter. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour commenter l'émission. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau rendez-vous de Mediazap avec un représentant des jeunes populaires, l'UMP donc. Je vous souhaite une agréable journée sur Radio Campus Montpellier.